Salut YouTube! Saviez-vous que la composition de l'alimentation dans les ménages français a fortement été modifiée depuis 1960? Bon ok, je pense qu'on peut facilement s'en douter. Qu'en est-il à votre avis de la part des produits transformés et des plats préparés? Qu'en est-il du temps de préparation à domicile? De la consommation d'alcool? Et du budget resto? Vous en avez peut-être déjà entendu parler 2 minutes à la télé ou à la radio ou dans un petit article de presse. J'ai pour ma part réalisé un topo particulièrement intéressant et complet qui se base sur l'étude initiale de l'INSEE. Le lien est sous la vidéo. En 2014, il a été estimé que les ménages consacrent 3 600 € en moyenne par habitant sur l'année à leur budget alimentation, à la maison ou à l'extérieur. On peut donc retenir 10 € par jour et par habitant. 75% du budget alimentaire concerne l'alimentation à la maison, le reste étant dépensé à l'extérieur dans les restaurants, cantines et assimilés. En 1960, c'était 86% au domicile tout de même. On se doute bien aussi que le panier alimentaire des ménages varie en fonction du pouvoir d'achat, mais de quelle façon? Regardons le graphique qui suit si vous voulez bien. C'est la composition du panier alimentaire pour les 3 dates affichées ici. On voit que les 3 postes principaux de dépenses sont la viande, les fruits et les légumes et les pains et céréales. On constate toutefois qu'ils reculent régulièrement. La viande reste quand même la principale dépense, même si celle-ci diminue depuis les années 1980. Vous vous souvenez sans doute de la crise de la vache folle en 1996? Eh bien, la consommation de bœuf a chuté de 8% par habitant à ce moment-là. Et ouais. Et par quoi a-t-on remplacé la vache à force de nous prendre pour des vaches à lait? Par du cheval, pardi, 12%. Et de la volaille, 3,8% en volume. Action, réaction. On boit également moins d'alcool, on va dire que c'est une bonne chose. Pas forcément évident à deviner toutefois, mais avec l'augmentation de tous les contrôles routiers mis en place et des prix à l'achat aussi, ce n'est pas déconnant. Par contre, on mange moins de fruits et légumes qu'en 1960. Il en est de même pour le budget pain et céréales. Il était de 13% en 2014 contre 15% en 1960, sachant que l'on consomme moins de pain mais plus de produits comme les pâtes, biscottes, biscuits ou riz. On boit également plus de boissons non alcoolisées comme des sodas. C'est quand même également bien sucré quand cela n'est pas artificiel. Je vous le mets dans le mille. On mange plus de plats préparés, des produits sucrés comme le sucre tout simplement, les confiseries, le chocolat, les confitures. Les ménages consomment de plus en plus de plats préparés et de produits transformés tels que des légumes déjà coupés ou des pommes de terre en purée. Allez savoir. Depuis 1960, la consommation de plats préparés augmente de 4,4% par an en volume par habitant. 4,4% par an en volume par habitant. En même temps, avant cette période, c'était beaucoup moins courant, car ce n'était pas véritablement développé. On voit donc que nos modes de vie ont considérablement évolué et on prend aujourd'hui moins de temps pour préparer les repas à domicile. Moins 25% entre la période alors de 1986 à 2010. Moins 25%. On essaye de se faciliter la vie avec des produits tels que les pizzas ou les desserts lactés frais et des produits transformés. D'autres études attestent que les produits transformés ne sont pas très bons pour la santé. On est d'accord, ceci fera l'objet d'autres vidéos. Comment évolue le panier alimentaire en fonction du prix relatif et du pouvoir d'achat à votre avis? Selon que le prix d'un aliment ou d'une boisson augmente ou diminue, cela influence particulièrement la composition du panier alimentaire. Ce que nous achetons donc. Dans cette colonne-ci,
Si le prix augmente, on voit les catégories de produits que l'on continue à acheter, que l'on achète moins ou beaucoup moins. On achète par exemple beaucoup moins de lait, confiserie, jus de fruits, etc. Vous pouvez mettre sur pause pour regarder plus en détail, c'est très instructif. Sur la colonne d'à côté, si notre pouvoir d'achat augmente, quand ça arrive, voici la répartition des produits que l'on achète davantage ou beaucoup moins. Davantage tout en bas et moins tout en haut. On mange un peu moins de pain ou de pâtes alimentaires en volume lorsque le pouvoir d'achat augmente par exemple. On consomme aussi autant de biscuits, pâtisseries, fruits ou légumes frais, vins de meilleure qualité. On achète beaucoup plus de moutons, volailles, poissons frais, glaces, champagne et mousseux. Les ménages consomment alors plus d'aliments onéreux. Vous pouvez de nouveau mettre sur pause pour décortiquer toutes ces catégories. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que la pomme de terre brute non transformée constitue l'un des principaux produits de base de l'alimentation en France et est difficilement substituable par d'autres produits. Elle reste très appréciée, même si sa consommation se réduit légèrement. Moins 0,8% par an en moyenne. Les ménages se détournent généralement de poissons et crustacés au profit des œufs qui coûtent forcément nettement moins cher. Vous avez déjà entendu parler des campagnes publicitaires de prévention sur l'alimentation ? C'est grâce à ce genre d'études que depuis les années 1980, les consommateurs reçoivent des recommandations sur la façon de s'alimenter par le biais de nombreux discours nutritionnels. Ceux-ci préconisent une réduction des matières grasses, des produits sucrés et protéines animales. Je n'invente rien, vous avez sans doute déjà entendu ça à la télé ou à la radio. Il peut y avoir également des mesures fiscales comme la taxe sur les boissons sucrées non alcoolisées telles que les sodas. Donc, certains produits vont coûter plus cher. Ensuite, c'est soit vous continuez d'acheter, soit vous achetez moins, voire plus du tout, ou carrément autre chose. Vous connaissez certainement le programme Manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Il a été lancé quand à votre avis ? C'était en 2007. Ça remonte. À cette période, la consommation de légumes progressait de 0,6% par an et par habitant, mais pas celle des fruits, qui diminuait de 2,3%. Pourquoi, à votre avis ? Le prix des fruits avait en fait beaucoup augmenté sur cette période. Tout cela reste donc logique. Et puis, entre le moment où le message est annoncé et la réelle prise de conscience des ménages a changé, il y a toujours un laps de temps. Depuis 2009, on sait que la consommation en légumes est restée stable en moyenne annuelle et celle des fruits a progressé de 1,0% par an et par habitant en volume. C'est bien. Vous vous souvenez de la crise économique de 2008 ? Eh bien, le pouvoir d'achat en a pris un coup. Toutefois, les achats alimentaires en volume restent stables, mais ce sont les autres dépenses de consommation qui freinent fortement, comme les loisirs en général, les petits week-ends, les vacances moins chères du coup, les matériels technologiques, etc. Tout comme les dépenses en habillement, chaussures et par exemple, l'achat d'une voiture peut être reporté à des dates de plus en plus éloignées, vu que cela coûte très cher. Durant la période 2007-2014, au global et avec les crises sanitaires en tout genre qui se sont succédées, la consommation alimentaire stagne. De toute évidence, le pouvoir d'achat ralentit depuis 2008. En plus, le prix des loyers et de l'énergie augmente régulièrement. Statistique suivante très intéressante sur les alcools. Sur toute la période concernée, les ménages ont bien changé leur consommation de boissons alcoolisées à domicile. Les ménages privilégient de plus en plus les vins de meilleure qualité,
tout en essayant de moins picoler. Lol. On achète également plus d'alcool fort, plus 2,2% par an. Les vins de consommation courante représentent aujourd'hui seulement 9% de la consommation de boissons alcoolisées en valeur, contre 47% en 1960. La part des vins de qualité supérieure passe pour cette période de 8% à 23%, et celle des alcools forts de 16% à 35%. Pas mal, n'est-ce pas? Toutefois, depuis 2008, cette consommation est désormais orientée à la baisse, quel que soit le type d'alcool, hormis les vins de consommation courante. Qu'en est-il des petits restos? En 2014, les ménages ont dépensé 59 milliards d'euros pour l'alimentation hors domicile, soit 26% de leur budget alimentaire. Le total domicile et hors domicile représentant 232 milliards d'euros en 2014. Sachez que cette part représentait 14% en 1960. En effet, si vous aimez manger à l'extérieur, eh bien, cela coûte de plus en plus cher. Depuis 1960, les prix ont augmenté de 5,9% par an en moyenne. Je dis bien 5,9% par an. À comparer avec les prix de l'alimentation au domicile qui représentent une augmentation de 4,0% par an. Forcément, les ménages peu aisés consacrent une plus grande part de leur budget à l'alimentation à domicile. Également, à un niveau de vie équivalent, les ménages qui ont des enfants mangent plus à domicile qu'à l'extérieur. Bon, ça paraît logique. Il en est de même si les ménages sont plus âgés que la moyenne ou si l'on est ouvrier ou employé. À savoir aussi que les ménages avec enfants consomment plus de viande, de produits laitiers et de légumes et relativement moins de boissons alcoolisées. Bon, ça paraît logique aussi, il faut bien les nourrir les bestiaux. Le panier alimentaire des ménages peu aisés comporte davantage de pain et céréales, moins de poissons, moins de boissons alcoolisées, moins de fruits et légèrement moins de viande. Celui d'un ménage plus âgé comprendra plus de viande, de poissons, de fruits et légumes, mais moins de boissons alcoolisées ou de plats préparés. Voilà que se termine cette jolie étude avec certaines choses presque évidentes et d'autres beaucoup moins. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres prochaines vidéos instructives et sans doute un peu différentes de ce que vous trouverez ailleurs. Merci d'avoir regardé. À bientôt.